Avec l'arrivée des migrants, l'Europe se transforme en forteresse. L'invité du Grand Angle, le philosophe Guillaume Leblanc, nous rappelle le sens du mot hospitalité. Bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, professeur à l'UPEX, l'université Paris-Est Créteil. Alors vous êtes un philosophe qui réfléchit, questionne, écrit depuis des années sur l'exclusion, la précarité, l'invisibilité sociale, la vulnérabilité et l'insurrection des vies minuscules, pour reprendre un titre d'un de vos livres. En 2017, après une enquête de terrain dans la jungle de Calais et dans d'autres camps d'ailleurs de réfugiés en Europe, vous avez publié avec Fabienne Brugère « La fin de l'hospitalité ». C'est chez Flammarion, un livre qui vient d'ailleurs de ressortir en format de poche dans la collection Chants-Essais. Puis toujours chez Flammarion, vaincre nos peurs et tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus. Alors je vais vous montrer d'abord quelques images des migrants en mer Méditerranée. On va voir ces images et que vous inspirent ces images de migrants qui sont prêts à mourir aujourd'hui pour traverser la Méditerranée. On les regarde. Voilà, on voit ces images. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces images de bateaux surchargés de migrants qui essayent de passer en Europe? Oui, c'est terrible. On voit en pleine période estivale, nous prenons nos vacances en Méditerranée. Ouais. Et cette mer qui, pour nous, est synonyme de détente et de vacances, et pour les autres, une frontière difficile à franchir, que certains essaient de franchir au risque de leur vie. Ouais. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est tombé il y a 2 jours. 1500 réfugiés ou migrants, on va voir la différence, sont morts en Méditerranée en 7 mois, du mois de janvier au mois de juillet de cette année. La mer, vous l'écrivez dans votre livre, hein, la mer MER, c'est une limite, c'est un mur, mais aussi une ouverture, c'est un nouvel horizon. Et vous dites que souvent les migrations commencent par la mer. Oui, c'est pour ça que notre premier chapitre dans le livre La fin de l'hospitalité, écrit avec Fabienne Brugère, commence par l'idée de franchir la mer. Peut-on arriver à franchir la mer? Donc on voit très bien comment le déplacement est toujours lié à effectivement une quête d'un ailleurs, mais qui commence toujours par une traversée. Au fond, la traversée liquide implique une espèce de renaissance pour une autre terre. Il n'y a pas d'Eldorado, d'une certaine façon, s'il n'y a pas ce franchissement de la mer. Le drame, c'est que ce franchissement de la mer vaut déjà comme demande d'hospitalité. Ouais. La question, c'est de savoir si nous sommes à la hauteur de cette demande d'hospitalité. Alors, l'hospitalité, c'est le titre de votre livre, La fin de l'hospitalité. Quelle est votre définition de l'hospitalité? C'est plus que de la compassion, j'imagine? Oui, en réalité, dans ce livre, on a vraiment tenté d'aller sur le terrain pour essayer de comprendre ce qu'était l'hospitalité. Et plutôt que de rester à nos bureaux, traditionnellement, le philosophe est celui qui est à son bureau et qui décrit le monde conceptuel. Nous avons essayé vraiment de nous aventurer dans différents lieux de l'Europe. Faire un travail de sociologue. De faire un travail de sociologie, mais en revendiquant l'idée que les idées sont à portée de main, qu'il faut observer le monde pour essayer de comprendre. Et on a compris une chose très simple, c'est au fond que l'hospitalité, qu'est-ce que c'est qu'être hospitalier? C'est recréer un lieu, pour une vie qui a été privée de lieu. Parce qu'au fond, les migrants ou les demandeurs de refuge, comme on les appelle dans notre livre, ce sont des individus qui n'ont plus de chez soi, qui ont été privés de leur lieu et qui demandent un lieu dans le pays où ils arrivent. Recréer un lieu par des liens, c'est cela l'hospitalité. Ouais. Alors vous écrivez la fin de l'hospitalité, ce qui veut dire que avant, la France et l'Europe, parce que ce livre vaut évidemment aussi pour l'Europe, étaient plus ouvertes, étaient plus accueillantes. Disons qu'il y avait une culture de l'hospitalité, une culture politique de l'hospitalité qui n'allait pas de soi, évidemment. Quand on pense au drame espagnol et à la manière dont les Espagnols sont arrivés en France dans des camps pendant la guerre. À la guerre d'Espagne, à la guerre civile d'Espagne, exactement. Ouais. Mais enfin, il y avait une culture d'hospitalité. On peut songer à l'année 1979 avec l'arrivée des boat people en France. Aujourd'hui, on a l'air d'être dans une autre planète, à un autre moment. Parce que nous sommes tellement éloignés de cette époque-là qu'aujourd'hui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, une forteresse européenne qui se déploie. Ouais. Et la France construit sa part dans cette forteresse. Ouais. Alors justement, l'Europe, elle ferme ses frontières, elle se transforme en forteresse. Si vous aviez en face de vous un responsable politique, le président, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre
d'accueillir des migrants, de faire preuve d'hospitalité et peut-être de changer la politique de la France? Je lui dirais de revenir à la décision européenne qui avait été prise il y a 2 ans, que la France puisse accueillir 20 000 personnes en 5 ans. Ce n'est rien. Que chaque pays prenne sa part à la misère du monde, entre guillemets. On ne peut pas être un grand pays, on ne peut pas se donner comme devise liberté, égalité, fraternité, si ce dernier mot de fraternité reste en quelque sorte au seuil de notre frontière. Accueillir, c'est rationnel, ce n'est pas sentimental, c'est un geste d'intelligence. Ce n'est pas simplement une main sur le cœur. Et nous avons intérêt à accueillir des populations. Cet intérêt, il doit être compris de manière dépassionnée. Aujourd'hui, il y a des peurs qui empêchent le raisonnement. Nous devons reprendre l'intelligence du raisonnement et accepter un courage politique qui vise à construire la valeur de l'hospitalité. Alors justement, vous avez parlé de peur et dans cet autre livre, vous dites « vaincre nos peurs et tendre la main ». Donc, vous comprenez quand même qu'une partie de la population a peur de l'étranger, a peur du migrant. Oui, la peur, c'est un sentiment premier. Enfants, nous avons tous eu peur de l'obscurité, etc. Et la peur est un sentiment vital qui nous avertit contre un danger. Donc il est normal d'avoir peur. En revanche, là où les choses deviennent bizarres, c'est lorsqu'on commence à avoir peur de sa propre peur, lorsque celle-ci est construite à coup de culture médiatique et entretenue. L'idée étant que finalement, cette peur aujourd'hui du migrant, hier c'était la peur du Rome, avant-hier c'était la peur de l'Italien. Bref, la peur se nourrit d'elle-même. Et nous devons en quelque sorte éduquer les individus, nous éduquer, pour ne plus avoir peur. La peur entretenue, ce qui veut dire entre les lignes que peut-être pour certains responsables politiques, cette peur c'est devenu un carburant politique. Je crois qu'elle est le principal carburant politique aujourd'hui. Du populisme. Du populisme, exactement. Il y a un danger du populisme qui consiste à travailler d'un côté avec le ressentiment. Alors, ce sont les pauvres Français qui ont du ressentiment face aux étrangers parce qu'on leur prend leur travail, etc. Et puis, il y a un autre carburant du populisme qui est la peur de l'étranger. Et ces deux carburants mis bout à bout fonctionnent aujourd'hui comme une espèce de culture politique négative. La question, c'est est-ce que nous pouvons passer à une culture politique positive, à une culture qui entretienne la joie de l'hospitalité, la banalité de l'hospitalité. Je crois qu'il faut dédramatiser ce qu'hospitalier signifie, ce qu'être hospitalier signifie. L'accueil est une chose tout à fait sereine et aujourd'hui, nous manquons dans notre société de sérénité. La France pourrait accueillir beaucoup plus de migrants qu'elle ne le fait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a une volonté, une pulsion de mur. Il y a une volonté de fermer nos portes et nos fenêtres. Il y a une volonté d'expulser. Il faut prendre l'exemple que l'Allemagne avait commencé à développer et s'inspirer de ce modèle pour montrer qu'il existe des possibilités alternatives. La migration a toujours été une richesse dans les sociétés, dans les civilisations. Les civilisations ne meurent pas par, en quelque sorte, mélange, par excès de mélange. Les civilisations meurent par excès de fermeture. Vous dites dans le livre que la logique d'aujourd'hui, je vous cite, c'est contrôler, trier, expulser. Là où il faudrait secourir, accueillir, appartenir. Oui, c'est tout l'enjeu politique pour moi. Aujourd'hui, nous sommes sur une logique négative où il s'agit de contrôler, d'ailleurs de plus en plus à l'extérieur de l'Europe, en Afrique, en créant des centres de rétention qui sont en fait des centres de détention. Il s'agit de trier. On voit que dans le projet de la dernière loi Collomb, il s'agissait de pouvoir identifier les migrants à l'intérieur. C'est la loi Asile et Immigration, la loi française Asile qui est en discussion. Exactement. Il s'agissait notamment de pouvoir identifier les migrants à l'intérieur des centres d'urgence. Et il s'agit, le cas échéant, d'expulser. Je crois que cette logique négative entretient la peur de l'autre, fait que l'autre est toujours vu comme quelqu'un de radicalement différent, de potentiellement barbare. Intégrer l'autre, c'est justement d'abord le secourir, c'est un impératif moral, religieux, politique, philanthropique. Nous devons accueillir celui qui est dans le besoin. Accueillir l'autre, c'est lui permettre de se développer un petit peu, de reprendre ses esprits et enfin lui donner la possibilité d'appartenir, soit en lui redonnant les moyens de revenir dans son pays, soit en lui donnant les moyens d'une intégration
dans notre pays. On peut dire qu'en matière d'hospitalité, d'accueil, la société civile, les associations, les ONG ont pris la place des États. C'est exactement le constat qu'avec Fabienne Brugère, nous faisons dans La fin de l'hospitalité. Il y a un conflit des hospitalités. D'un côté, les États-nations ferment de plus en plus leurs portes. De l'autre, heureusement, une société s'organise, fait la politique que ne font plus les États-nations. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un conflit politique entre des formes politiques qui s'expérimentent dans les associations, notamment, avec des réseaux de bénévoles, et un format politique État-national qui ne veut pas entendre parler de ces expériences politiques de la société. Je vous demande un exercice difficile. En quelques mots, dans le manifeste, il y a des dizaines de demandes que vous faites aux autorités. Qu'est-ce que vous réclameriez en priorité à ces autorités pour que ça change ? Je réclame effectivement des dispositifs concrets d'accueil dans toutes les régions de France. Nous avons, selon les estimations, à minima de plus de 3 à 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en France. Chaque région devrait faire un audit pour estimer quel est le métrage qui pourrait être utilisé pour l'accueil des migrants. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire du jour au lendemain. Merci beaucoup, Guillaume Leblanc. Je rappelle les titres de vos 2 livres, tous les deux. En fait, celui-là, il est le prolongement du premier. C'est plus concret, celui-ci est plus philosophique. Voilà. Donc, La fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile, avec un grand point d'interrogation. Et puis, Vaincre nos peurs et tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus, tous les deux chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.